Alors effectivement, moi, ce que je vais partager avec vous, c'est mon opinion et avec les différents enseignements que j'ai pu avoir avec mes différentes fonctions. Et en fait, je veux vous réveiller. Réveiller les agriculteurs sur la compétitivité qui sommeille en chacun d'entre vous et réveiller les organismes agricoles qui sont autour. Parce qu'on est tout aussi responsable du manque de compétitivité de la ferme France aujourd'hui. Le monde a changé, les règles d'encadrement de l'agriculture ont changé. Et ce qui est clair, c'est que les recettes d'hier qui ont fait le succès de l'agriculture ne marcheront pas demain. Et ça, je pense que certains en ont conscience, mais il va falloir le rabâcher un petit peu. Alors, qui je suis plus précisément pour raconter ça? Effectivement, donc moi je bosse au groupe FDSEA de la Marne. Alors bon, c'est un syndicat, mais il y a beaucoup de services. J'ai été pendant 5 ans directeur de la partie conseil aux entreprises qui conseille 3500 exploitations. J'ai accompagné et j'accompagne encore des groupes de réflexion d'agriculteurs qui veulent penser différemment. Et je suis aussi agriculteur. Et j'essaye de faire des choses chez moi pour essayer d'avancer. Voilà. Volontairement, je vous le dis, je serai provocateur dans mes propos, parce qu'il n'y a que comme ça que je pense qu'on peut avancer. Enfin, moi, c'est en prenant des claques en allant sur des exploitations que j'ai pris conscience et que j'ai mis des choses en œuvre sur mon exploitation de manière différente. Donc voilà, j'irai peut-être un peu loin, quitte à ce que ça vous chagrine un petit peu, et on pourra en discuter après. Moi, mon révélateur, c'est l'année 2016. L'année 2016, c'était une mauvaise année. On est d'accord, hein, tous les agriculteurs sont là. Quand on a fait les calculs pour la ferme, alors mon regard, j'ai pas vocation à avoir des chiffres sur toute la France ou toute l'Europe. Mon regard, c'est aussi à ce que je vois par rapport à la Marne. Et quand on a fait les calculs dans la Marne, de prévision de résultats juste après la moisson, c'est la première année qu'on sortait un résultat moyen négatif. La Marne, c'est quand même un département qui est normalement un peu agricole, quoi. On n'était pas dans le département. Donc là, ça perturbe un peu. Et quand on discute avec les agriculteurs, ils racontent quoi? Ils disent, bah ouais, c'est pas de bol, il n'y avait pas de prix cette année-là. Et puis, techniquement, ça n'était pas terrible, quoi. La météo n'était pas là. Bon, bah du coup, c'est pas de notre faute, quoi. En fait, si on prend ce principe-là. Alors c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas eu de météo, pas de prix. Mais on s'est dit, bah, les agriculteurs, comment ils ont fait? Ils ont vidé tous les livrets A, tous les DAT, ils ont réinjecté la trésorerie dans les exploitations. Et puis hop, on était reparti en avant NS et c'est reparti. Bon, il y a quand même des exploitations qui sont en grave difficulté depuis, mais dans la grande masse, on a fait ça. Mais après, une fois qu'on a vidé tous ces livrets A, normalement, c'est fait pour vivre sur les entreprises. C'est fait pour développer les entreprises. Donc, il faudrait peut-être regonfler un peu tout ça. Donc, on s'est dit combien de temps il va falloir pour remettre les compteurs à zéro. Donc, combien de temps il faut, d'après vous, pour remettre les compteurs à zéro après l'année 2016? Ouais. 8 ans. En moyenne. Et quand on regarde sur les exploitations, ça va de 3 à 15 ans. Ça veut dire que je m'installe, le monde a changé, le monde a changé, l'agriculture est moins encadrée, donc je me suis pris une gaufre en 2016. Oh, sur le reste de ma carrière, je risquerais de m'en prendre une deuxième, donc 20 ans pour boucher les trous. Je me suis installé pour payer 10 ans, boum, j'ai fait 30 ans de ma carrière, j'ai rien fait en fait. J'ai fait que de boucher les trous. J'ai pas, potentiellement, si j'avais un objectif de développer mon entreprise, de créer de la valeur, d'acheter du foncier, de m'agrandir et tout le tralala, je ne fais que rembourser et tourner en circuit fermé. Mais dans le tas, il y en a, ils font 3 ans, il y en a, ils font 15 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des exploitations qui ne font pas les mêmes choix. Donc on zoome encore un peu et on regarde des chiffres. Et un indicateur de compétitivité, c'est justement les coûts de production. Bon, voilà. Coût de production du blé dans la Marne, 163 €. Voilà, bon. Alors, petite précision, quand nous on calcule un coût de production, on met le revenu dedans parce que tout travail mérite salaire et le salaire n'est pas la variable d'ajustement normalement. Donc on l'intègre. Et après on regarde sur les 8 dernières années qui viennent de se passer, seulement sur 3 années, le marché a permis de rémunérer ses coûts de production moyens sur le blé. Quand on regarde ça, on dit oh là, ça craint quoi. Et il n'y a que le quart supérieur des exploitants, donc à 140 € qui, sur les 8 dernières années, ont été à peu près confort, quoi. Le blé, normalement 50% de l'assolement, à peu près, je dis, bon, ça va pas bien. Donc, on se dit, bah forcément, c'est les autres cultures qui payent. Alors dans la Marne, il y a la betterave. Oui, mais alors la betterave, maintenant, ça va peut-être faire le yo-yo aussi, donc ça va peut-être être moins confortable, quoi. Bon. Et quand on regarde encore sur ces coûts de production, les écarts de performance entre coûts de production, c'est 100 € tonne. Donc 163. Et les meilleurs, ils sont 50 au-dessus, et les moins bons, ils sont 50 au-dessus. Enfin, en dessous, vous m'avez compris.
Sachant que cet écart-là, en fait, c'est le coût de production qu'on va trouver dans les pays de l'Est. Donc nous, c'est l'écart qu'on a sur les exploitations dans notre périmètre. Bon, voilà, ça chagrine un peu quand même. Après, on va rezoomer un peu dans tout ça et on va regarder où est-ce que ça pêche. Donc un coût de production, c'est des charges divisées par un rendement. Et on regarde, toujours dans les comptabilités, on s'aperçoit qu'il y a 10 quintaux qui se baladent alors que les exploitations sont à peu près les mêmes. Alors là, le premier truc, c'est quand on en discute avec les agris, il dit ouais, mais moi c'est pas. Enfin, lui il a des bonnes terres, moi il a pas des bonnes terres. Déjà, c'est toujours comme ça. Moi aussi je suis agriculteur. Hein. Je sais bien que quand on se met 3 à semer le même jour dans le 3 champs qui sont côte à côte, il y en a un, il aura une culture plus belle qu'une autre, parce qu'il y a bien des itinéraires techniques qui sont différents entre les agriculteurs. Donc on peut toujours se cacher en disant ouais, lui il a des bonnes terres, des mauvaises terres, c'est vrai. Mais quand même, il y a quand même des pratiques qui doivent être un peu différentes. Et derrière ça, on a aussi 130 € qui se baladent entre les exploitants sur phyto-engrais. Voilà. Donc entre ceux qui en mettent plus, en mettent moins. Et c'est pas pour autant qu'on en met plus qu'on fait plus de rendement. C'est aussi ce qu'on a vu dans les comptas. Donc ça fait un peu bizarre. Bon, on continue à gratter, tac, tac, tac. Après, qu'est-ce qu'on regarde? Un poste qu'on connaît bien, tous. Parce qu'en fait, tout ce que je vous dis là, on le dit depuis des années. Enfin, tout le monde en est bien conscient. Pour autant, c'est pas pour autant que ça se met en œuvre. Le machinisme. Super, le machinisme. Allez, 300 € de l'hectare qui se balade entre une exploitation qui marche pas. Donc vous vous rendez compte que vous mettez les 300 € de machinisme, les 130 € là, de engrais phyto, tout de suite, il y en a un, il a 500 € de plus à l'hectare que l'autre, quoi. Quand je prends les extrêmes. Ça change la face du monde. Donc il y en a un, effectivement, en 3 ans, il a bouché les trous de 2016, il y en a un, il en faut 12, quoi. Et donc il y en a un, il est un peu plus confort pour passer l'avenir, et l'autre, c'est plus compliqué. Bon, donc ça, c'est toujours des constats. Autre constat qui est assez révélateur, toujours un peu sur le côté investissement sur les entreprises. Bon, on a pris les chiffres et avec les 2-3 conseillers qu'on regardait un peu tout ça, on s'est dit tiens, regardons la ferme Marne, et puis on se dit tiens, tous les investissements qu'il y a sur la ferme Marne, si on avait tous les rembourser, si on devait tout rembourser d'un coup, combien de temps il va nous falloir? On s'aperçoit qu'avec une année moyenne, quand on prend quand même son salaire et qu'on garde ce qui reste pour payer tous les investissements en cours, il faut 14 ans pour payer les investissements qui sont en cours sur les entreprises. Déjà, il y a un truc qui, je sais pas, quand on paye un tracteur, généralement c'est sur 5 ans ou 7 ans, pas sur 14, quoi. Ça veut dire que normalement on est en train de pomper sérieusement la trésorerie. Et quand j'ai dit ça, je n'ai pas parlé du foncier, puisque les emprunts sont plutôt à titre privé. Donc nous, on ne les voit pas dans les comptabilités. Donc ça aussi, ça perturbe un peu. Bon, alors c'est toujours des moyennes, mais il y a des écarts. Et dernier indicateur qui nous chatouille un peu, c'est quand on regarde la commercialisation. Sur la commercialisation, c'est le plus gros levier de variabilité sur les entreprises. Donc on regarde les prix moyens du blé sur 7 ans dans les comptabilités. Il y a 40 € d'écart entre les agriculteurs dans leur commercialisation. Donc il y a bien 10 € qui s'expliquent par le stockage, un peu par les variétés, mais après il y en a encore qui se baladent. Donc quand on creuse encore un peu, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui se mettent à commercialiser, mais qui font mal les choses, et que sans s'en rendre compte, ils sont en train de creuser un trou sur les entreprises. Et ça, c'est très rigolo parce que on en discute, les mecs ils disent ouais, mais je bricole un peu, tu vois, bon, ouais, un petit peu quoi. Donc tu as l'impression que les gars ils jouent au poker sans compter, tu vois. Donc ça paraît bizarre. Et après, quand on les met en salle, on a fait des choses avec Piloter sa ferme, je sais pas s'ils sont là, mais il y a une petite start-up sympathique sur le sujet. On les met tous ensemble dans la salle. On les met 1000 tonnes de grains à vendre tous ensemble. La même information, il n'y en a pas un qui fait les mêmes ventes, quoi. Sur les 1000 tonnes de grains, 40 000 € d'écart à la fin de l'année, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une information, mais c'est sur la prise de décision que ça ne va pas. Donc ça veut dire que quand on se met à commercialiser, mais bon sang de bonsoir, faisons-le bien. Parce que là, mon exemple théorique des 1000 tonnes, 40 000 € d'écart, vous mettez ça sur 10 ans, il y en a un, il paye son tracteur tranquille, il fait un hangar photovoltaïque tranquille, il achète son foncier tranquille, et l'autre pas, quoi. Alors qu'ils avaient les mêmes informations, ils avaient les mêmes indications au départ. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui nous montrent qu'il y a un souci, et que ces indicateurs-là, moi, ce que j'en découle, c'est que on peut dire que l'agriculture est en crise, mais il y a quand même des leviers qui sont au niveau des agriculteurs, quoi. Et que ces écarts de compétitivité qu'on constate, c'est bien parce qu'il y a des choix d'agriculteurs qui sont différents. Et le constat, c'est que quand on met 2 exploitations
sur la même ligne de départ, on les retrouve 10 ans plus tard, avec les mêmes grèves et le même contexte, on va avoir un facteur 4 de différence de performance entre les exploitants. Et donc c'est bien lié au choix que les uns et les autres auront fait. Bon, alors, ça c'est la première partie, les constats. Et moi ce que je me dis, c'est qu'il faut se déprogrammer ce qu'on s'est mis dans la tête depuis des années. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir quand même une agriculture qui a bien marché, qui s'est construite collectivement, qui a organisé tous les réseaux qui vont autour. Et l'agriculteur, c'était pratique, un problème, un conseiller, une question, une solution. Hop, c'était bien rangé, tac, tac, tac. Avec aussi quelques petites habitudes classiques qu'on a en tête. Et puis qu'on a tellement en tête qu'on n'arrive pas à penser autrement. Je vais vous en citer quelques-unes. Une qui me fait très rigoler, c'est à chaque fois quand vous allez voir un concessionnaire ou n'importe qui va vous vendre quelque chose, qui va vous dire « Oh bah de toute façon, investis ça, ça coûtera moitié moins parce que ça va te faire de la charge. » Ok, c'est cool. Mais quand tu gagnes pas ta vie, ce raisonnement-là, il vaut que dalle, quoi, hein. Ça ne marche pas. Hein. En 2016, 60% des exploitations en France étaient en dessous du seuil de pauvreté, hein, moins de 4 000 € par an. Mais on a toujours ça. Et ça m'est arrivé, moi perso, l'autre jour, bon, gentil banquier voulait me vendre une assurance, il dit oh, ça coûte 200 €, c'est rien. Oh, de toute façon, ça te coûte 100 avec les charges. Ça fait 2 ans que j'avais un revenu négatif, quoi. Un banquier. Oh, ça marche pas. Sauf que ça, on s'est mis ça en tête depuis des années. Et on s'est tellement mis ça en tête que c'est vrai que faire de la fiscalité quand on investit du matériel, ça marche. Pour ceux qui ont des exploitations qui tournent, ça crache. Mais tout le monde utilise cette recette alors que ça ne lui correspond pas forcément. Donc ça va pas. Mais c'est bien ancré en tête. Hein. C'est pareil, le bon commercial qui te vend ton tracteur, désolé pour les concessionnaires qui sont là, j'en achète quand même, ne vous inquiétez pas. C'est le débat avec un copain sur un sujet. Le gars, il dit, ah tiens, achète celui-là, le coût horaire, c'est le meilleur du monde. Génial. Et alors le coût de trésorerie, hein, c'est quoi le coût de trésorerie? Bah, c'est ce que tu sors de ta poche tous les jours. Hein. C'est ce qui normalement quand t'en as plus, tu manges plus. Hein. Alors hein, on fait le petit calcul. Ouais, tu sais, le tracteur que tu achètes 100 000, puis l'autre 150 000. 150 000, ah ouais, celui-là il a un coût à l'heure, il est vachement bon. Hein. Ouais, quand je l'aurai vendu, dans 10 ans. Mais tous les ans, moi je vais sortir mon annuité, il y en a un je vais payer 8 000 et l'autre 10 000. Il manque quand même bien 2000 dans ma poche. Et ces 2000-là, est-ce qu'ils sont bien investis pour créer de la valeur ou est-ce qu'ils sont juste investis pour le confort? Avec le commercial qui a bien vendu son truc. Mais c'est encore une fois, bon sang de bonsoir, pensons aux bons indicateurs économiques et le rapport en coût de trésorerie. Après, sur la technique, c'est pareil. Il y en a plein, des idées préconçues. Et pour pas être trop long, parce que je vois quand même que le temps avance, juste une petite blague qu'on se raconte. Alors moi, du coup, on a été voir des exploitations et avec mon collègue sur l'entreprise, on a mis en place des changements de pratiques. Et donc, il y a toujours des petites blagues qu'on se raconte entre agriculteurs conventionnels et ceux qui sont un peu en semi-direct. Donc c'est le cas. Et puis en plus, je me rappelle qu'on se l'est raconté en revenant de Paris, un coup en regardant un champ, l'été, pour faire du colza. Ah, il y avait un beau labour, il était beau. On voyait bien les raies du début jusqu'à la fin. On voyait que le mec, il avait bien fait ça, bien réglé la charrue, champion du monde du labour. Il a fait des beaux pavés, hein. Il faisait bien beau. Il va passer premier coup de rotative, premier pavé divisé par 2, deuxième coup de rotative, pavé redivisé par 2, troisième coup, hein, il va semer son colza, il va faire sec, ça va pas pousser. Et là, on va lui dire, c'est pas de bol, il avait tout bien fait. Il a labouré, tac, 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 verse rotative, machin, ça devait marcher du fait de Dieu. Puis tu fais ça quand tu es en semi-direct, on va dire que tu as fait une connerie. Lui, il fait n'importe quoi, ce mec-là. Alors qu'en fait, quand même, il y avait un raisonnement technique là sur ce gars et sur cet exemple du colza qui était pas forcément le bon quand même. Donc, mais on a toujours cette idée, des idées en tête comme ça qui sont calées, qui sont inscrites, sur lesquelles il faut se déprogrammer. Et pour se déprogrammer, moi je voudrais vous citer quelques exemples d'exploitations qu'on est allé voir avec notre groupe d'agriculteurs. Et on a pris des claques. On est allé faire une petite balade. Voilà, on est descendu en Côte d'Or, en Suisse, en Alsace, on a rempli les coffres et puis on est revenu dans la Marne. En Côte d'Or, on est arrêté dans une exploitation qui faisait plus de BE que le BE moyen de la Marne. Alors le BE, ah oui, le BE. Justement, bonne question, le BE. Les agriculteurs, ils étaient où là? Relevez la main. Vous maîtrisez tous, bien sûr, cet indicateur. Ouais.
En règle générale, quand je pose la question dans les réunions chez moi, il n'y en a pas 10% qui lèvent la main. Il n'y a déjà pas 10% des gens qui connaissent les coûts de production. Alors le BE, c'est mettez-vous ça en tête. C'est pas très compliqué. C'est le résultat entre ce que vous avez investi et ce que vous avez vendu. Normalement, il doit vous servir à quoi? À vous rémunérer. Enfin, non. À payer le banquier, à vous rémunérer et potentiellement, s'il en reste, à réinvestir sur l'entreprise. Alors il y a des fois, on n'arrive même pas à se rémunérer, puis des fois, il y a des années, on ne paye pas le banquier. Mais ça, c'est un vrai indicateur de compétitivité d'ailleurs. C'est une petite parenthèse. Si pendant 3 années, vous n'arrivez toujours pas à payer, il en reste jamais, l'avenir sera compliqué. Hein, parce que si vous mettez jamais d'argent de côté, ça va être compliqué. On arrive là-bas, je le cite, c'est Stéphane Billotte. Donc là, le gars, il fait 3 tonnes de colza, 6 tonnes de blé. Nous, on fait 30% de plus dans toutes les productions et il crache autant que nous. Alors là, il dit, on est vraiment des manches. Parce que ça veut dire que dans la Marne, on pourrait tous avoir un appart à Courchevel si on gardait la même proportion en fait. Normalement, ça devrait cracher plus. Et donc on le regarde quand même faire. Et donc lui, il était meilleur de 25% par rapport à sa petite région naturelle. Et ce mec-là, il a complètement revu sa copie. Son système technique a complètement été revu. Il est parti en SMIC direct. Il fait des cultures d'opportunité, des couverts, tout ça. Et quand tu es dans les champs, tu t'aperçois qu'en plus, les champs, ils sont pas sales. Alors que les gars, il y avait des gars dans le groupe qui disaient putain, ça fait 150 € hectare de désherbage et j'arrive toujours pas à régler mon problème. Et là, lui, c'est propre. Tu dis bon, ok. Bon, il y a quelqu'un qui me. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui me racontent des trucs, ça marche pas chez moi, ou je sais pas, il y a un truc qui déconne, quoi. Et chez lui, ça marchait. Donc, ça, c'était intéressant. Et je peux vous garantir que les exploitations, quand on va les voir, c'est pas l'âge de pierre, quoi. Le hangar photovoltaïque était sympa, la lection très belle, le classe qui était devant le Condor 12 mètres était pas mal, et les silos qui stockaient le grain brillaient encore. On n'est pas revenu à l'âge de pierre, et le mec était meilleur que nous. Mince, ça fait réfléchir quand même. En élevage, pareil. Autre exemple, l'élevage laitier. Alors, je ne sais pas s'il y a des éleveurs ici, du monde de l'élevage, un peu. Non, bon, pas d'accord. 30 ans de quota laitier, les recettes, la classique jambon-fromage pour faire du lait pendant ces 30 ans de quota laitier, c'est sûr qu'il n'y en a plus, donc il faut changer. Moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui se sont dit, des bons, hein. Alors, les mecs, ils étaient au taquet. Hein. Génétique, Holstein, maïs, complément alimentaire. Oh, le top du top pour que ça marche. Ils se sont dit, quota laitier qui disparaît, ça va faire le yo-yo, donc faut peut-être qu'on soit jean basket sur nos coûts de production, faut qu'on les baisse. Donc ils ont tout baissé. Au revoir les Holstein, bonjour les Jersiaises. C'est toujours difficile à dire ça. Retour à l'herbe, 30% de coûts de production en moins alimentaire, moins malade, voilà, un autre système de production. Aujourd'hui, c'est une exploitation qui fait de la génétique toujours sur la Jersiaise, qui a des panneaux photovoltaïques et la cour est bitumée. Parce que c'est encore une fois par retour à l'âge de pierre. Mais c'est une exploitation aujourd'hui qui est, d'après son banquier, beaucoup plus résiliente, on va dire, par rapport aux évolutions de marché, que d'autres exploitations du même secteur qui n'ont pas fait ces choix-là. Donc ça, c'est un exemple. Autre exemple que j'ai rencontré qui m'a... Pour conclure, alors j'accélère encore, presque conclure. Non mais moi, on me donne le micro, je parle. Hein. C'est sympa de me le dire. Pour conclure, un éleveur laitier, un gars qui veut s'installer en élevage, il a pas trop d'argent d'avance, et lui, son raisonnement, ça nous a vachement interpellés. Il nous a dit, il avait tout compris. Ce qui coûte cher dans l'élevage, c'est le bâtiment et c'est le coût alimentaire. Donc, il faut que je réfléchisse. Je veux faire de l'élevage, mais il faut que je trouve les vaches qui restent le plus longtemps dehors, que je fais pâturer ou que je fais manger les cultures. Enfin bref, je me débrouille sur la partie alimentaire. Et de toute façon, au risque de choquer, même si je perds un animal sous ces conditions-là, ça coûte toujours moins cher qu'une annuité de bâtiment. Et qu'économiquement, ça marche. C'est le jeu, c'est la vie, c'est les entreprises. Mais alors après, on peut ne pas avoir ce raisonnement-là et se dire « Ah là là, il faut qu'ils soient tous super bien », puis après avoir des coûts de production et pas rentrer dans les paiements. Donc ça va pas. Bon, voilà, donc je finis sur cette partie-là. Et moi, je me dis, pour conclure, c'est que la solution, le collectif qui a fait la force de l'agriculture doit se réinventer. Et les réseaux, le co-farming, sont des solutions pour remettre un coup de pied dans la fourmilière. L'informatique peut reconnecter des gens qui, de toute façon, ne se voient plus, puisque de toute façon, on ne va plus en réunion.
il y a des jeunes qui arrivent dans le métier qui n'étaient pas à l'école avec les petits copains, hein, donc du coup on ne connaît pas forcément ces gars. Donc l'informatique peut nous permettre de retrouver des gens qui ont le même centre d'intérêt pour louer du matériel qui tient à 20 km alors qu'on ne le connaissait pas, ou pour échanger sur des techniques. Et puis on doit se révolutionner aussi nous les OPA. Et moi, je prends ma part du gâteau. Je considère qu'on a une part de responsabilité en fait sur la situation des exploitations. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être assez pédagogue. On n'a pas dû donner les clés à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont en situation difficile. Et quand on est sur un centre de gestion, bah, on se fait plaisir à illustrer dans une plaquette de 15 pages tous les chiffres économiques qu'on a enregistrés dans la compta. Mais les 5 chiffres clés qu'on devrait connaître tous les agriculteurs, je vous dis, il n'y a pas 10% des gars qui connaissent leur coût de production. On devrait tous les connaître par cœur, ces trucs-là. Et ça, on ne les donne pas. Donc en fait, il faut aussi que, même chez nous, hein, faire notre évolution et changer. C'est pareil dans la technique. Moi, je sais que dans notre secteur aussi, quand on parle d'agriculture un peu différente, on trouve quand même des techniciens qui vont te dire « Ouais, non mais bon, les gars qui viennent, tes intervenants que tu fais venir, là, ils ne connaissent pas le secteur. Voilà, ils sont pas... Non, ça va pas, quoi. » Sauf qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui vont écouter d'autres agriculteurs. Donc, je suis conseiller, il faut quand même que je me pose 2-3 questions, quand même, à un moment donné. Donc, je dis pas que ça avance pas, mais il faut qu'on avance plus, parce que ce qui a fait la richesse de l'agriculture, c'est d'accompagner tout le monde pour que tous les agriculteurs performent. Et pas seulement une élite, il faut que tout le monde performe. Donc, moi, je crois beaucoup au réseau, je crois beaucoup à l'informatique, au numérique qui peut nous aider dans ça. Je crois beaucoup à l'agriculture et j'encourage tous les jeunes à s'installer. Simplement, il faut être des vrais pilotes sur les entreprises. Si tu es moyen, ça va tanguer. Si tu es dans les mauvais, j'espère que la retraite arrive. Et si tu es dans les bons, bon, l'avenir va bien se passer. Mais vraiment, il faut savoir piloter les entreprises. Les recettes d'hier ne marcheront pas demain. Quand je le vois aussi les jeunes, je dis, j'espère que de temps en temps, vous vous engueulez avec vos parents parce que c'est toujours le conflit générationnel, mais des fois, les parents, ils ne voient pas forcément l'avenir bouger. Donc, si on ne se prend pas un peu la tête, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes recettes et que peut-être ça ne va pas durer encore des années, quoi, cette affaire-là. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a réveillé. Ça suscitera certainement des questions. Et je crois au co-farming et à l'agriculture. Merci Jean-Baptiste et bravo.